Un lieu qui n'avait presque jamais fermé vient d'être mis à l'arrêt total. Voilà la contradiction centrale. Le Kennedy Center, ouvert en 1971, n'a interrompu ses activités qu'une seule fois, quelques mois pendant la pandémie de 2020. Aujourd'hui, il ferme à nouveau. Pas à cause d'une crise sanitaire, pas à cause d'un effondrement économique public, mais après une série de démissions en chaîne, d'annulations massives d'artistes et une décision annoncée comme une renaissance. Donald Trump affirme que le Kennedy Center, qu'il appelle le Trump Kennedy Center, doit cesser toute activité pendant environ 2 ans pour une reconstruction, revitalisation et une réouverture censée dépasser tout ce qui a existé auparavant. Mais pendant que ce futur grandiose est promis, le présent se vide. Des artistes quittent la scène, des institutions historiques se retirent. Un centre décrit comme rentable et fonctionnel avant ces changements est soudain jugé insuffisant. Et voici la question qui change la lecture de toute l'histoire. Ferme-t-on un lieu pour le sauver ou parce qu'il ne fonctionne déjà plus? Ce qui se passe ici ne commence pas avec une annonce de fermeture. Ça commence plus tôt et surtout plus discrètement. D'abord, un changement de nom non officiel, puis une prise de contrôle de la gouvernance. Ensuite, une série de décisions rapides qui transforment un centre artistique national en terrain de conflit. En février 2025, le président du Kennedy Center et le président du conseil d'administration sont écartés, suivis par d'autres membres du board. Peu après, Richard Grenell est nommé président du conseil. Dans les jours et semaines qui suivent, des productions sont annulées, des artistes se retirent et des responsables quittent leur poste. Mais voici le détail clé. Rien de tout cela n'est présenté comme une rupture. Officiellement, on parle de gestion, d'efficacité, de modernisation. Officiellement, le centre continue, jusqu'au moment où il ne continue plus du tout. La fermeture annoncée arrive après cette cascade, pas avant. Et c'est là que l'histoire bascule. Si tout cela n'est qu'une rénovation, pourquoi autant de départs en si peu de temps? Et surtout, pourquoi maintenant? Parce que ce qui ressemble à une décision isolée commence à ressembler à un modèle. L'affirmation centrale est simple et elle repose sur des faits précis. La fermeture n'arrive pas dans le vide, elle arrive après un effondrement interne documenté. En l'espace de quelques jours, le Kennedy Center nomme un nouveau responsable de la programmation artistique. Kevin Couch est nommé Senior Vice President of Artistic Programming. 5 jours plus tard, il démissionne. 5 jours, pas 5 mois. Pas après une saison difficile. 5 jours suffisent pour qu'un poste clé devienne intenable. Presque au même moment, Renée Fleming, soprano multi-récompensée aux Grammy Awards, annonce qu'elle retire 2 concerts prévus en mai avec le National Symphony Orchestra. Peu après, le compositeur Philip Glass annule la première de sa symphonie No. 15 dédiée à Abraham Lincoln. Sa justification est explicite. Les valeurs du Kennedy Center aujourd'hui sont en conflit direct avec le message de la symphonie. Ce n'est pas une question de logistique, c'est une rupture de sens. Et remarque ce qui manque dans toutes ces annonces. Aucun de ces artistes ne parle d'un bâtiment défectueux. Aucun ne mentionne des travaux imminents. Le problème n'est pas l'infrastructure. Alors, si ce n'est pas le lieu, qu'est-ce qui pousse autant de figures majeures à partir en même temps? À partir de là, la situation ne se stabilise pas. Elle s'accélère. En quelques semaines, ce qui semblait être une série de départs isolés devient une normalité inquiétante. Le Washington National Opera annonce qu'il quitte le Kennedy Center, mettant fin à une présence continue depuis l'ouverture du lieu en 1971. 50 ans sans interruption. Et puis, soudainement, plus rien. D'autres suivent, des compagnies de danse, des ensembles musicaux, des concerts éducatifs. Même l'US Marine Band, fondée en 1798 et surnommée The President's Own, se retire d'un événement prévu au Kennedy Center. C'est ici que la comparaison s'impose, sans être théorique. Dans l'histoire des grandes institutions culturelles, les fermetures temporaires arrivent après des catastrophes visibles. Incendies, guerre, effondrement financier public. Ici, rien de tel n'est déclaré. À la place, on observe une chose plus subtile, la normalisation de l'arrêt. Des annulations deviennent routinières, des démissions deviennent attendues.
La fermeture devient presque logique, mais c'est précisément ce glissement qui devrait alerter. Quand un symbole national cesse de fonctionner sans événement déclencheur clair, ce n'est pas une crise ponctuelle, c'est un changement de nature. Et maintenant, une autre question s'impose. Qu'est-ce que cette fermeture rend possible que le fonctionnement normal empêchait? Les éléments les plus troublants apparaissent quand on met les paroles officielles face aux actions réelles. D'un côté, Donald Trump publie un message expliquant qu'après une année d'examen, il a conclu que la meilleure solution était de fermer le Kennedy Center pendant environ 2 ans pour une reconstruction complète afin d'atteindre un niveau de succès, beauté et grandeur jamais vu. Il insiste sur un point précis. Continuer les spectacles pendant les travaux nuirait à la qualité et ralentirait le calendrier. La fermeture serait donc, selon lui, un choix d'excellence. Mais regarde ce qui se passe en parallèle. Les annulations ne concernent pas des productions mineures. Hamilton se retire, Shonda Rhimes et Issa Rae coupent leurs liens. Philip Glass retire une œuvre explicitement parce que, selon ses mots, les valeurs du Kennedy Center aujourd'hui sont en conflit direct avec le message de la symphonie. René Fleming annule ses concerts. Ben Folds démissionne de son rôle de conseiller artistique du National Symphony Orchestra. Voici la ligne qui change la perception de toute l'affaire. Ces départs commencent avant l'annonce officielle de la fermeture. La promesse de rénovation arrive après l'effondrement, pas avant. Alors la question n'est plus seulement pourquoi le Kennedy Center ferme. La vraie question devient, cette fermeture sert-elle à réparer un problème ou à en masquer les conséquences? À ce stade, les événements ne se succèdent plus lentement. Ils se superposent. En février 2025, le président du Kennedy Center, Deborah Rutter, est licencié, tout comme le président du conseil d'administration, David Rubenstein, et plusieurs membres du board. Presque immédiatement, Richard Grenell est installé à la tête du conseil. Peu après, des artistes commencent à recevoir des signaux contradictoires. Certains apprennent que leurs programmes sont remis en question. D'autres découvrent que des concerts axés sur l'équité et la diversité sont annulés. L'Equity Arc Wind Symphony est supprimé. L'US Marine Band se retire. Le compositeur Kevin Chenery explique que le programme n'est plus soutenu au niveau fédéral. En parallèle, Grenell menace publiquement de poursuites judiciaires contre des artistes qui annulent leurs performances. La pression monte. Le climat change. Et puis, presque comme un point final, arrive l'annonce « fermeture totale pendant environ 2 ans ». Plus de spectacles, plus de public, plus de friction visible. Tout se passe très vite, trop vite pour être une simple transition administrative. Quand une institution perd ses dirigeants, ses artistes, ses programmes et son public en quelques semaines, on ne parle plus de réforme. On parle de perte de contrôle. Alors pose-toi cette question. Que se passe-t-il si cette dynamique continue? À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite. Parce que ce qui disparaît n'est pas seulement une institution, mais un accès. Si tu vis à Washington ou si tu as déjà voyagé pour assister à un spectacle au Kennedy Center, tu sais ce que cela représente. Des concerts accessibles aux écoles, des programmes éducatifs, des soirées où des artistes internationaux partageaient la même scène que des orchestres locaux. Quand le lieu ferme, tout cela s'arrête net. Et même si tu n'y es jamais allé, l'impact te concerne quand même, car ce centre n'était pas réservé à une élite culturelle. Il accueillait des événements gratuits, des projets communautaires, des initiatives pour les jeunes musiciens. Des milliers de personnes travaillaient autour de cette activité. Techniciens, musiciens, personnels administratifs, enseignants, intermittents. Une fermeture de 2 ans, c'est 2 ans sans scène, sans revenus, sans visibilité. Mais voici le détail qui change la perspective. Cette fermeture ne suit pas un désintérêt du public. Elle suit une rupture entre l'institution et ceux qui la faisaient vivre. Quand les artistes partent, le public n'a même plus le choix. Si cette situation te paraît familière, si tu as déjà vu un lieu ou une institution se vider de l'intérieur, dis-le en commentaire. Parce que ce qui arrive ici dépasse largement un bâtiment. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut quitter l'émotion et regarder le mécanisme. Ce genre de situation ne tient pas sur une seule décision ni sur une seule personne. Elle repose sur un levier très précis, le contrôle symbolique. Le Kennedy Center n'est pas seulement une salle de spectacle. C'est un mémorial national, un espace
où la culture, la politique et l'image publique se croisent, en prenant le contrôle de sa gouvernance, en changeant son nom sans autorisation du Congrès, puis en redéfinissant ce qui est acceptable sur scène, le centre devient autre chose. Il cesse d'être un lieu neutre pour devenir un signal. Et ce signal produit un effet prévisible. Les artistes, dont le travail repose sur la liberté d'expression, réagissent avant même que les règles soient écrites. Ils partent. Les programmes s'annulent, la friction disparaît. À ce stade, fermer le lieu devient presque rationnel. Sans artistes, sans public, sans conflit visible, la fermeture peut être présentée comme technique, temporaire, inévitable. C'est là l'insight le plus dérangeant. Parfois, le pouvoir ne détruit pas directement une institution. Il la vide, puis explique calmement pourquoi elle doit s'arrêter. Et une fois que ce précédent existe, la question devient inévitable. Où ce mécanisme peut-il être réutilisé ensuite? À partir de maintenant, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est figée. La première est celle présentée officiellement. La fermeture dure environ 2 ans. Le Kennedy Center rouvre avec une nouvelle direction, une nouvelle programmation et une vision recentrée sur ce que ses dirigeants appellent la grandeur. Dans ce scénario, le silence actuel est temporaire. Le public revient. Les artistes qui acceptent le nouveau cadre remplissent la scène. Le précédent est acté, mais normalisé. Mais il existe une autre trajectoire plus incertaine et elle commence déjà à se former. Une fois qu'un lieu perd sa neutralité perçue, il ne la récupère pas facilement. Même rouvert, le centre pourrait rester marqué. Certains artistes ne reviendront pas. Certaines institutions garderont leur distance. Le bâtiment fonctionnera, mais sans le même poids symbolique. La fermeture aura fait plus que suspendre des spectacles. Elle aura redéfini ce que ce lieu représente et remarque un détail crucial. Rien dans les annonces actuelles ne garantit la durée réelle de cette fermeture. Environ 2 ans peut devenir plus long. Les reports peuvent s'accumuler. Le temps joue en faveur de l'oubli. C'est là que l'histoire entre dans sa phase la plus délicate, parce que la prochaine décision, qu'elle soit administrative ou politique, est déjà en train de se préparer. Et la vraie question est désormais simple: comment saura-t-on que le point de non-retour a été franchi? Là, il y a une phrase qui résume toute cette histoire et elle mérite qu'on s'y arrête. Le Kennedy Center n'a pas fermé parce qu'il était vide. Il est devenu vide avant de fermer. Cette différence change tout. Ce que tu as vu se dérouler n'est pas seulement une crise culturelle, ni même une controverse politique. C'est une démonstration de méthode. On ne supprime pas frontalement une institution symbolique. On modifie son cadre, on change ses repères, on provoque des départs, puis on présente l'arrêt comme une évidence technique. Revient au point de départ, un lieu qui avait traversé les décennies, les changements de président et même une pandémie mondiale s'arrête soudainement sans catastrophe visible. Ce n'est pas un accident. C'est un signal. Et ce signal ne concerne pas uniquement le Kennedy Center. Il concerne toutes les institutions qui reposent sur une forme de neutralité, de confiance et de participation volontaire. La suite de cette histoire ne se jouera pas seulement à Washington. Elle se jouera dans la façon dont ce précédent sera utilisé ailleurs, plus tard, parfois sans bruit. Si tu veux continuer à comprendre ce qui se passe quand le pouvoir rencontre la culture, l'image et le contrôle, abonne-toi. Parce que ce qui a commencé ici n'est probablement que le premier acte.